Bonsoir à tous. Au sommaire de Ça vous regarde ce soir, la fronde des petits commerçants contraints de baisser le rideau. Le gouvernement est-il allé trop loin? Est-ce que le seuil d'acceptabilité n'est pas dépassé? Et l'opposition de son côté, est-ce qu'elle ne joue pas un peu avec le feu à soutenir cette fronde en pleine crise sanitaire? La crise sanitaire, justement, on va en parler puisque la deuxième vague pourrait bien être plus forte que la première. Les hôpitaux vont-ils pouvoir y faire face? Est-ce que l'on va vers un tri des patients à l'entrée des services de réanimation? Est-ce que l'on n'a pas reconfiné un peu trop tard? Toutes ces questions, nous les poserons à nos invités. Enfin, notre face-à-face sera consacré à un documentaire à voir demain soir sur LCP, prof en territoire perdu de la République. Il a été tourné en 2015, mais il est plus que jamais d'actualité aujourd'hui, après l'assassinat de Samuel Paty. Voilà pour le sommaire. On compte sur vous pour réagir sur les réseaux sociaux avec le mot-clé CVR. Et un mot d'abord pour vous expliquer pourquoi nous avons décidé de porter le masque en plateau désormais. C'est une décision, un choix d'LCP qui se veut évidemment exemplaire dans cette période où on demande des efforts à chacun pour limiter les risques de contamination. Et puis c'est aussi une décision qui a été prise en accord avec l'Assemblée et son protocole sanitaire puisque nos studios sont situés dans les locaux de l'Assemblée. J'accueille donc avec plaisir nos invités masqués. Julien Aubert, bonsoir. J'espère qu'on me reconnaît, bonsoir. Oui. Et on vous reconnaît, je replace le masque qui descend. Donc vous êtes député Les Républicains du Vaucluse, vous êtes membre de la commission d'enquête aussi sur la gestion de la crise du coronavirus. Nous sommes aussi en liaison à distance avec Lionel Saugue. Bonsoir, vous êtes vice-président de la Confédération des commerçants de France. Et puis dans quelques instants, nous rejoindra Julien Borovzik, qui est député La République En Marche de la Loire, le département le plus touché actuellement par la seconde vague, et qui est aussi président de la commission d'enquête sur la gestion de la crise du coronavirus. Il est en train de quitter l'hémicycle pour nous rejoindre. C'est donc une colère qui monte et qui en dit long sur la difficulté à faire accepter ce nouveau confinement. La colère des petits commerçants obligés de baisser le rideau à quelques semaines des fêtes de fin d'année, poussant donc des millions de Français à faire leurs courses de Noël sur Amazon. Qui peut rester ouvert? Qui doit fermer? Et pourquoi? Quels produits les supermarchés doivent-ils retirer? Oui au déodorant, non au parfum. Et les livres, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas jugés indispensables au bien-être des Français? C'est le thème de la chronique de Stéphane Blakowski. Alors, si j'ai bien compris, Stéphane... Eh bien, si j'ai bien compris, Clément, on commence à sentir la colère qui monte dans le pays. Avouez que c'était un petit peu bizarre jusque-là, parce que quand même, la France, les pays des Gilets jaunes, des Gaulois réfractaires, le pays de la Révolution. Et pourtant, on avait l'impression, au début de ce nouveau confinement, que c'était à peu près accepté par tout le monde. En tout cas, c'est ce que disaient les sondages. Ce week-end, vous avez peut-être jeté un œil sur la une du Parisien, voilà. 71% des Français répondaient aux sondeurs qu'ils étaient prêts pour un Noël confiné. Alors, un Noël confiné pour les Français, oui, mais pas pour tout le monde. Il y a une colère qui monte, on l'a dit, la colère des petits commerçants. Exactement, la colère des petits commerçants. Pourtant, les petits commerçants, ils n'ont quand même pas la réputation d'être des révolutionnaires. Sauf qu'aujourd'hui, le confinement, il risque de ruiner leur vie. Donc, ils pourraient vite, les petits commerçants, passer du côté des mécontents, ceux qui n'ont rien à perdre et qui n'ont que la colère pour exprimer leurs revendications. Pour se rendre compte de leur état d'esprit, on écoute François Asselin, qui est le patron des petits patrons. Tout d'abord, une pensée très profonde, très intime à tous ceux qui sont victimes d'une fermeture administrative. Le sol se dérobe sous leurs pieds. Ce sont pour l'essentiel des travailleurs non salariés. Pas de chiffre d'affaires, le commerce est fermé, l'activité s'arrête. Pas de revenus, pas de salaire, des dettes. Voilà ce qu'ils ont comme perspective. C'est catastrophique. Alors, cette inquiétude, évidemment, on est obligé de la comprendre, mais ce qui pourrait se passer, c'est que cette inquiétude se transforme, comme je vous l'ai dit, en colère. Et ça, il y a un facteur qui serait essentiel pour ça, c'est le sentiment d'injustice. Parce que l'injustice, il n'y a rien de tel pour attiser la colère. Voyez les titres dans la presse régionale aujourd'hui. Je vous ai pris un exemple dans le Courrier Cauchois, donc c'est la ville de Fécamp, où les commerçants crient justement à l'injustice, mais c'est pareil dans toute la presse régionale. Alors, le résultat, c'est que Bruno Le Maire a passé un mauvais week-end. Il s'était un peu inquiété, en fait. On a lu dans le Parisien ce matin que sa grande inquiétude, c'est que la colère des petits commerçants les pousse finalement à faire des blocus autour des supermarchés en empêchant les consommateurs d'y accéder, un peu à la manière des agriculteurs quand ils veulent exprimer leur mécontentement.
Et donc c'est pour ça que le gouvernement a décidé de pénaliser les grandes surfaces, du coup. Exactement. Bah oui, on est en France. En France, on a la passion de l'égalité. Alors, puisque certains petits commerces sont pénalisés par le confinement, dans un souci d'équité, évidemment, le gouvernement a décidé de pénaliser aussi les grandes surfaces en leur interdisant de vendre des fameux produits non essentiels. Alors, le résultat, c'est quoi? C'est qu'on va réduire de 15 à 20% le chiffre d'affaires des grandes surfaces, dans l'espoir d'apaiser la colère des petits commerçants qui sont au bord du dépôt de bilan. Alors, c'est une sorte de logique de perdant-perdant. On se dit que si tout le monde est perdant, ça fera peut-être moins de jaloux. Mais il y aura quand même un gagnant dans tout ça, a priori, ça risque d'être Amazon. Forcément. Si ce qu'on n'a plus le droit d'acheter dans les petits commerces, ni dans les grandes surfaces, reste disponible dans les commerces en ligne, il y en a un qui se frotte les mains, c'est Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Cela dit, Bruno Le Maire était à l'Assemblée cet après-midi pour répondre aux députés, et il tenait à relativiser un petit peu le poids d'Amazon. On l'écoute. Vous n'avez tous que Amazon à la bouche. Et je vous remercie de faire dans cet hémicycle la publicité d'Amazon. Je voudrais simplement dire qu'il ne représente que 20% du commerce en ligne et qu'il reste 80% du commerce en ligne. Je veux bien que vous taxiez le commerce en ligne, mais dans ce cas-là, c'est le commerce français que vous allez taxer demain. Le rêve du gouvernement, ça serait que tous les petits commerçants se convertissent au commerce en ligne, le fameux click and collect, cliquer et puis emporter. Il y a quand même un problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les 2/3 des petits commerces n'ont même pas de site internet. Donc autant dire que c'est pas gagné. Donc moi, cette inquiétude des commerçants, évidemment, je suis comme tout le monde, je la comprends. Alors, je voudrais rappeler quand même qu'à l'issue du premier confinement, il y a 1 million de Français qui ont basculé dans la pauvreté. Est-ce qu'à chaque confinement, il y a 1 million de Français de plus qui vont basculer dans la pauvreté? Je trouve ça au moins aussi inquiétant que la situation sanitaire. Moi, il me semble que le gouvernement, s'il devait se poser une question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il ne serait pas temps, avant que tout le pays soit en colère, d'atténuer un petit peu l'effet du confinement, peut-être notamment pour les petits commerçants? Et c'est une question qu'on va poser à nos invités, évidemment. Merci Stéphane. Je me tourne vers vous, Julien Borowczyk. Merci de nous avoir rejoints. Avant de parler du sort des petits commerçants, un mot tout d'abord de cette gestion de la crise. On a l'impression un peu d'une gestion au fil de l'eau, un peu comme ça, à vue de nez, en temps réel. Et du coup, il y a des couacs, il y a parfois des contradictions aussi dans les prises de position du gouvernement. Oui, là vous allez me reparler de l'épisode d'aujourd'hui. On en parlera plus tard, sur le couvre-feu éventuel à Paris. Mais d'abord sur ce qui a pu être dit et fait sur les petits commerces non essentiels. Écoutez, il y a eu une mise en place du confinement comme il avait été fait lors du premier confinement. S'agissant des petits commerces, il y avait une volonté, et ça vient de l'être dit, mais de manière différente, mais de réduire les problèmes d'équité. Mais je crois que en dessous de tout ça, n'oublions pas, parce que j'aimerais quand même qu'on le rappelle, et c'est peut-être ma fibre médicale, mais il y a une crise sanitaire majeure. Il ne faut pas l'oublier, et on aura l'occasion d'en rediscuter. On va en parler dans la deuxième partie de l'émission, et vous resterez avec nous d'ailleurs pour en débattre. Parce que j'entends, moi aussi, les commerçants, tous autant qu'ils sont, parce que n'imaginez pas qu'on se lève le matin en se disant « Tiens, qui c'est qu'on pourrait embêter ce matin ou aujourd'hui ?» Mais on écoute aussi les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, et j'étais encore au téléphone avec les anesthésistes et urgentistes du CHU de Saint-Étienne tout à l'heure au téléphone. Ils sont inquiets de la crise actuelle et de la courbe. C'est votre département, c'est le département le plus touché aujourd'hui, qui va être confronté à une situation a priori terrible dans les jours qui viennent. Les projections sont assez catastrophiques, effectivement, oui. Julien Aubert, alors vous êtes dans la position de l'opposant. Est-ce que c'est pas un peu facile du coup? Parce que vous, votre parti en tout cas, soutient ces petits commerçants dans leur fronde. Est-ce que c'est pas une prise de risque politique de votre part? Est-ce que c'est un comportement qu'on peut qualifier de responsable quand on voit la crise sanitaire qui est là? Ça dépend de ce qu'on appelle se tenir dans la fronde. Clairement, il y a deux sujets. Il y a d'abord le sujet sanitaire, effectivement, de savoir s'il fallait faire ou pas un confinement. Certains pays ont fait des choix différents. Sans doute qu'il y a un problème sur les lits de réanimation et que c'est la solution finalement la plus stupide, parce qu'elle est la plus facile, qui est de maintenir tout le monde à la maison. On pourrait d'ailleurs se demander si c'est un vrai confinement ou un semi-confinement, parce qu'il est quand même assez différent du premier. Mais ce qui est aussi le cas chez nos voisins. Ils reconfinent en mode plus léger, on va dire. Sauf que si vous voulez, quand vous regardez effectivement Paris, qui est très concentré en services, en bureaux, où les gens font du télétravail, effectivement, on a l'impression d'être dans une ville confinée. Quand vous allez dans des villes où il y a moins d'activité de service et très peu de télétravail, les rues sont quand même tout aussi actives que d'habitude. Mais ensuite, il y a la manière dont on a pensé la philosophie du confinement. Moi, je ne conteste pas, si vous voulez, l'idée d'avoir un confinement. Néanmoins,
je crois que la distinction entre activités essentielles et non essentielles pour justifier des fermetures est une idée qui ne fonctionne pas. D'abord parce que pour celui qui est fermé, il a l'impression que quelque part, il est entre guillemets moins utile à la nation. D'accord ? Donc, par exemple, effectivement, le divertissement, le frivole, un cabaret, un théâtre, etc., ça peut sembler superflu, entre guillemets, mais c'est le cœur d'une activité économique également. Et puis, deuxièmement, parce qu'après, on rentre dans des sujets d'inégalité. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez avoir des gens qui sont fermés, d'autres qui sont ouverts, alors que la seule règle qui vaille, si je reprends d'ailleurs l'argumentation de mon collègue, c'est le risque sanitaire. Et donc, je pense qu'on aurait dû davantage baser les fermetures sur l'existence ou pas d'un risque sanitaire avéré. Est-ce que vous êtes capable de mettre en place un protocole sanitaire qui protège vos clients ? Oui, vous êtes ouvert. Si vous n'êtes pas capable, dans ce cas-là, effectivement, c'est fermé. Parce que la conséquence de tout ça, c'est que du coup, vous avez un manque d'adhésion et un sentiment d'injustice. Et il est normal qu'un certain nombre d'élus se fassent les porte-voix de ce sentiment d'injustice. Alors effectivement, comme vous l'avez pointé, fermer pour tout le monde, c'est, je dirais, stupide dans le sens où tout le monde perd. Mais en même temps, il faut s'imaginer aussi que celui qui est fermé et qui voit sa clientèle captée par le voisin, lui, il considère qu'il y a une inégalité flagrante. Ah bah ouais, c'est même légalement, il y a un déséquilibre de concurrence. Voilà, donc si vous voulez... Après, on a le sujet d'Amazon derrière, qui est un sujet plus vaste et qui est bien antérieur au confinement, voilà, qui est encore un autre sujet. Mais en tout cas, je pense, si vous voulez, qu'il y a deux défauts dans ce confinement. Un, la distinction essentielle non essentielle, et deux, le fait qu'on a fait un t-shirt M pour tout le monde. Du coup, il y a des endroits où on est boudiné et il y a des endroits où on flotte dans le t-shirt. Julien Borowczyk, vous avez le sentiment, vous, que le critère du risque sanitaire n'a pas été pris en compte dans la décision de laisser ouvert ou fermer certains magasins ? Mais au contraire, il sous-tend toute la politique que l'on est en train de mettre en place. D'abord, je voulais revenir très rapidement sur l'histoire des lits de réanimation. On a entendu beaucoup parler de ce sujet des lits de réanimation. On va y consacrer toute une partie de l'émission tout à l'heure. Je voudrais juste situer quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas l'alpha et l'oméga des décisions politiques. Si vous voulez, la question, c'est d'éviter qu'il y ait des gens qui soient contaminés. Je vous rappelle, juste à titre d'exemple, que 30% des personnes qui rentrent en réanimation vont mourir, quel que soit le nombre de lits de réanimation. Donc je pense que c'est quand même à prendre en considération. Ça veut dire qu'il faut éviter les contaminations. D'autre part, moi je pense que... c'était pour engorger l'hôpital. Je pense que... Non, justement. Mais je croyais qu'on faisait un confinement... C'est le discours que moi, je croyais qu'on faisait un confinement pour empêcher d'engorger l'hôpital. Je vous ai écouté calmement. Oui, c'est nouveau. J'ai souffert en silence, mais on va essayer de vraiment se focaliser sur la question des petits commerces essentiels. Sur les petits commerces. Moi, je pense que votre position, elle est irresponsable et mensongère. D'abord, pourquoi elle est mensongère ? Parce que ça n'est absolument pas une stigmatisation de tel ou tel protocole sanitaire chez un commerçant. Qu'est-ce qu'on sous-tend dans cette décision-là ? C'est éviter autant que faire se peut le fait qu'il y ait plus de multiples allers-retours, va-et-vient d'un commerce à l'autre, des passages sur les trottoirs, dans l'espace public. On ne remet pas en cause le protocole sanitaire des commerçants, absolument pas. Nous n'avons rien contre les commerçants, évidemment. Ça, c'est le premier point. Et irresponsable, pourquoi ? Parce que vous embarquez les commerçants dans un débat qui me paraît particulièrement mensonger et vous les utilisez à des fins politiques. Pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que si demain nous réouvrons tous les commerces, je vais vous dire une chose, vous allez faire perdre à tous ces commerces les aides, puisque à partir du moment où on les réouvre, inéluctablement, nous considérons qu'il n'y a plus besoin d'aide, puisqu'ils veulent travailler. Très bien, sauf que je vais vous dire une chose, si demain on les réouvre, d'abord, ça va être difficile parce que vous êtes en train de remettre en question le confinement, parce que si on les réouvre, on va tous pouvoir aller dans tous les commerces, et puis d'autre part, ils n'auront personne, pas de clients, parce qu'il n'y a pas de consommation. Je vais vous prendre un exemple très concret, et ça a dû vous arriver dans votre circonscription. Rapidement, et après on va aller voir... Les pâtissiers, les chocolatiers qui me disent, s'il vous plaît, monsieur le député, nous voudrions ne plus être dans les commerces dits essentiels, parce que nous ne vendons pas de chocolat, pas de gâteau, et nous n'avons pas droit aux aides. Donc c'est la double peine. Donc il va falloir qu'on soit capable de légiférer là-dessus et de prendre des décisions. Mais ce que je veux dire par là, c'est que demain, réouvrons tous les commerces, les gens vont vendre une paire de chaussures dans la journée, n'auront plus droit aux aides. Aides qui je le rappelle, c'est 15 milliards d'euros que nous mettons sur la table. Ce que j'entendais dans sa remarque, c'est que plutôt que de faire ce choix essentiel, non essentiel, et on voit bien que c'est très difficile de le faire, pourquoi pas une règle en disant on a droit à 4 mètres carrés par personne. C'est ce que nous faisons.
Ben, dans ce cas, dans la grande distribution. Dans ce cas, pourquoi ne pas appliquer cette même règle à n'importe quel commerce? Si un coiffeur est capable d'assurer qu'il y a 4 mètres carrés pour chacun de ses clients, pourquoi on ne l'ouvre pas? Parce que tout simplement, il ne vous aura pas échappé. On a souvent cité l'Espagne comme exemple en disant ils sont plutôt axés sur les petits commerces. Parce que cela fait 20 ans, 30 ans que toute majorité politique confondue, et même les citoyens, nous avons largement consommé et privilégié les hypermarchés et supermarchés. C'est un fait, c'est comme ça. Aujourd'hui, si vous voulez aller faire des courses dites essentielles, vous les ferez dans un seul endroit, c'est le supermarché, l'hypermarché. On va écouter la parole des commerçants tout de même, parce que c'est les premiers intéressés. Nous sommes en liaison vidéo avec Lionel Saugue. Donc vous êtes vice-président de la Fédération française des commerçants de France. Vous avez été par ailleurs membre de La République En Marche dans la ville de Saint-Étienne. Je préfère le préciser avant d'ouvrir le débat. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement aujourd'hui ? Bonsoir à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Alors vous dire en préambule que les commerçants de notre pays ont conscience de la situation sanitaire que connaît notre pays et qui est particulièrement alarmante. Et je veux vous dire aussi qu'ils ont été particulièrement exemplaires quant à la gestion de cette crise lors du premier confinement. Il faut en avoir conscience. Les commerçants ont fait respecter les gestes barrières, ils ont parfois fait la police au sein de leur boutique. Donc cette prise de conscience, elle est réelle. Après, pour autant, vous l'imaginez, vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, nos commerçants sont sous le choc, sont en colère face aux mesures qui ont été annoncées récemment à la fois par le président de la République et le Premier ministre, parce qu'il faut que vous ayez en tête que nous connaissons maintenant depuis 2 ans une situation véritablement dramatique pour nos entreprises du commerce, avec d'abord une crise sociale, avec cette multitude de manifestations autour des Gilets jaunes que nous avons connues, ce contexte sécuritaire extrêmement difficile dans lequel est plongé notre pays, et puis une première vague de confinement qui a été très dure et qui a mis à genoux beaucoup de nos commerçants indépendants qui aujourd'hui se retrouvent sans trésorerie. Et donc à cela s'ajoute maintenant cette deuxième vague qui tombe simplement au plus mal. Oui, il y a tout un système d'aide qui a été mis en place tout de même pour vous, pour en tout cas les commerces qui sont contraints de fermer. Mais vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez concrètement du gouvernement sur cette question des commerces non essentiels ? Alors on attend. Alors déjà, il faut reconnaître que le gouvernement, Bruno Le Maire, Alain Griset notamment, ont été à l'écoute des commerçants et que la mobilisation de l'État, clairement, à hauteur de 20 milliards d'euros, je le rappelle, a été très forte et il faut s'en féliciter. Après, malheureusement, pour beaucoup de commerçants, cela ne sera pas suffisant et beaucoup d'entre eux vont mourir dans les prochains mois et des pans entiers de notre économie de proximité va disparaître avec les conséquences que l'on connaît sur nos centres-villes et nos centres-bourgs qui sont déjà en difficulté depuis déjà plusieurs mois. Donc clairement, on attend plusieurs choses. On attend de mettre fin définitivement à cette concurrence déloyale qu'on a beaucoup évoquée vis-à-vis de la grande distribution. Des mesures ont été prises, on s'en félicite très clairement. Reste la problématique de la concurrence déloyale qu'exercent des grandes plateformes de e-commerce à l'image d'Amazon, qui est aujourd'hui un vrai problème et qui le sera encore plus demain. Je rappelle qu'Amazon a pour projet d'implanter une dizaine d'entrepôts dans les prochaines années à l'échelle de la France, dont 2 sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, M. Borovzik, et 1 à proximité de la circonscription de Julien Aubert, à 2 pas du pont du Gard. Donc c'est dire l'impact et le développement fort qui est attendu sur ces grandes plateformes dans les prochaines années. Et on attend clairement, de la part du gouvernement, des mesures extrêmement fortes sur ce sujet et un accompagnement aussi dans la numérisation nécessaire des commerçants indépendants. Vous restez avec nous. On va voir à présent que les commerçants, les petits commerçants, ont reçu un soutien de poids dans leur front, le soutien de nombreux maires. Ils sont plus d'une cinquantaine à avoir pris des arrêtés, alors des arrêtés qui sont illégaux pour autoriser justement les commerces non essentiels à ouvrir. Certains vont même plus loin. Ainsi, à Pucet, dans l'Essonne, le maire a lancé un appel aux 3 coiffeurs de sa commune pour qu'ils ouvrent leur commerce et donc qu'ils désobéissent à l'État. C'est un reportage de Maïté Frémont et Cléa Joanneau. C'est un arrêté municipal afin d'autoriser le maintien de l'ouverture des salons de coiffure à Pucet. Avec ce bout de papier, c'est maintenant écrit noir sur blanc. Le décret qui oblige les coiffeurs à fermer, Grégory Courtat n'en veut pas dans son village. Ils ont respecté à la lettre tout ce qu'on leur a demandé.
Ils ont investi, ils ont bouffé toute leur trésorerie pour justement respecter les règles d'hygiène et sanitaire. Et je peux vous dire, c'est pas là où le virus il se développe dans les salons de coiffure, autrement il faut nous le dire. Et on leur dit, demain, vous fermez. Grégory Courtat est maire depuis 12 ans à Pucé, 2200 habitants. Ici, il y a une dizaine de commerces, dont 3 coiffeurs. Pour garder le dynamisme de son village, le maire est prêt à réouvrir les salons. Mais aucun des coiffeurs ne souhaite prendre le risque. Non, on n'a pas décidé de rester ouvert. Pourquoi ? Parce que si demain on ouvre et qu'on a un contrôle de la gendarmerie, on encourt quand même une amende de 135 € et 6 mois de fermeture administrative. Donc déjà, on pleure pour une fermeture d'1 mois. Alors 6 mois, faut même pas rêver, quoi. Jennifer a ouvert son salon il y a tout juste 1 an. Aujourd'hui, elle ne veut qu'une seule chose. Je veux travailler. Je veux pouvoir vivre correctement et avoir une vie digne d'une vie. Mais pas dans l'inégalité. Voilà. J'ai jamais été dans l'inégalité, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Nous, on ne meurt pas par la maladie, mais on meurt par le manque de travail et donc le manque de recettes à la fin du mois. Les sauver coûte que coûte. Grégory Courtat a une dernière cartouche pour les convaincre. Moi, j'ai proposé même à mes commerçants d'ouvrir et vous vous retournez contre l'arrêté du maire et vous l'attaquez au tribunal d'instance, administratif de Versailles. Je sais très bien que le décret, c'est un document supracommunal qui est bien au-dessus d'un arrêté municipal, mais il y a aussi du bon sens et de la désobéissance, on va dire, civique, en tout cas de ma part, ou une désobéissance républicaine plutôt, plus précisément. Malgré la désobéissance républicaine de nombreux élus, la préfecture de l'Essonne continue à être ferme sur sa décision. Depuis le début du confinement, 5 arrêtés municipaux étaient en contradiction manifeste avec ce décret. Ils exposaient plus les commerçants qu'ils ne les protégeaient. Tous ces arrêtés ont été déférés au tribunal administratif. Et le Premier ministre a réagi cet après-midi à l'Assemblée à ces quelques maires qui lancent donc des appels à la désobéissance civile. Vous allez le voir, Jean Castex est très en colère. Quand la situation exige des mesures courageuses et nécessaires, quand la République est confrontée à la plus grave crise sanitaire qu'elle ait subie depuis des décennies, on n'appelle pas les maires, serviteurs de la République, à violer les lois de la République. Ça n'est pas possible. Ils ne s'y sont pas trompés. Seuls 71 d'entre eux ont pris un arrêté. 16 l'ont retiré. Alors Julien Aubert, c'est la première fois qu'on voit Jean Castex se mettre en colère comme ça depuis qu'il est Premier ministre. Est-ce que vous soutenez, vous, personnellement, ces appels lancés par quelques maires, ces appels à la désobéissance civile ? Je pense, si vous voulez, que ça a permis de faire bouger les choses, que c'était des lanceurs d'alerte, que ça reflète un malaise. Après, une fois que le gouvernement a pris des mesures, on ne peut pas basculer dans l'illégalité, sachant que ces arrêtés, effectivement, sont illégaux. Maintenant, je maintiens que tout le discours du gouvernement est basé sur une analyse scientifique, avec le même aplomb qu'on avait lorsqu'on m'expliquait qu'on n'avait pas besoin du masque il y a 6 mois. Et donc, à ceci, les gens opposent leur bon sens, consistant à dire, moi je suis coiffeur, je peux recevoir un client toutes les demi-heures, laissez-moi travailler. Et ça, on aura beau m'expliquer tout ce qu'on veut, on n'arrivera pas à convaincre de la légitimité de cette manière de fonctionner si c'est contraire au bon sens. C'est pour ça d'ailleurs j'ai lancé une pétition qui s'appelle « Ma proximité est essentielle » parce que je pense que beaucoup de Français, en fait, ont peur. Vous disiez tout à l'heure, la grande surface a mangé les petits commerces, donc c'est pour ça qu'on ouvre les grandes surfaces et c'est pour ça que je défends les petits commerces, parce que là, vous allez définitivement les tuer. Julien Borowczyk, juste, les maires, des lanceurs d'alerte, selon vous, pour reprendre les termes de Julien Aubert ? Non, je pense qu'ils ont été, une fois de plus, emmenés dans une polémique politicienne et que je trouve totalement irresponsable. Je le maintiens. Ce genre de pétition, le but, c'est pas d'opposer les gens les uns aux autres, évidemment. À la limite, on peut aussi lancer une pétition avec les soignants qui vont vous dire, Monsieur Aubert, il y a un moment donné, on aimerait essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu moins de gens qui arrivent dans nos hôpitaux. Oui, mais... Et parce qu'on est dans une situation sanitaire grave, on l'oublie un petit peu trop. Mais ils sont aussi attachés au commerce, les soignants. Allez à l'hôpital.
aller voir les soignants. Je crois qu'ils ont besoin aussi qu'on les soutienne. Pas une décision et le sanitaire. risque de contamination, il est majoré lorsqu'on casse le confinement. C'est ce que vous proposez. Non, c'est une décision on va donner politique. le mot de la fin à Lionel Sogg, si vous le voulez bien, pour voir justement comment vous vous positionnez, vous. Qu'est-ce que vous conseillez aux commerçants qui sont dans des communes où les maires leur disent allez-y, ouvrez. On vient de voir qu'ils risquent quand même une fermeture administrative de 6 mois. Moi, ce que je voulais tout d'abord, c'était saluer le courage de tous ces maires qui ont rappelé l'importance du commerce de proximité à l'échelle de notre pays. Je rappellerai que le président de la République et le Premier ministre ont indiqué que cette deuxième phase de confinement ne devait pas mettre à mal notre économie. Je rappellerai simplement que le commerce en France, c'est 900 000 entreprises et 3 millions d'emplois. Donc le commerce, c'est aussi et avant tout un acteur économique de premier poids qui fait vivre nos territoires. Ça, c'est le premier point. Mais je voulais aussi dire aux élus... Vous ne répondez pas à ma question sur qu'est-ce que vous dites aux commerçants, dont les maires les appellent à ouvrir leur boutique malgré tout. Je ne suis pas sûr clairement que ces arrêtés, même si, comme Julien Aubert l'a dit, ça a permis de mettre le focus sur la situation et faire changer les prises de position du gouvernement, pour autant, ce n'est pas la situation, clairement. Ce n'est pas la solution, pardon. Et moi, j'attends de la part des élus locaux, comme beaucoup d'acteurs du commerce, qu'ils puissent activer leurs leviers économiques, fiscaux, qui sont nombreux, en termes d'exonération de taxes, de droits de voirie, de taxes sur la publicité, de cotisations foncières sur les entreprises. Les leviers des collectivités locales, que ce soit pour les maires, pour les présidents d'agglomération, de métropole ou pour les présidents de région, sont nombreux. Et clairement, si tous ces élus souhaitent soutenir notre commerce indépendant en particulier, il est urgent d'activer l'ensemble de ces leviers aux côtés de l'État qui a fait beaucoup. Et puis une dernière chose, un dernier message, c'est surtout nous avons besoin de rapidement réouvrir nos activités commerciales parce que nos commerçants ne comprennent pas effectivement que nos grandes surfaces soient ouvertes et que nos petits commerces soient malheureusement fermés. Merci à vous Lionel Sogg, merci Julien Aubert d'être venu sur le plateau de Ça vous regarde aussi pour débattre de tout cela. Vous restez avec nous Julien Borowczyk parce que dans un instant on va débattre du volet sanitaire de cette crise, mais d'abord un coup de projecteur sur un sujet qui a agité l'Assemblée aujourd'hui et qui est en lien avec cette crise sanitaire, l'éventuel rétablissement d'un couvre-feu qui viendrait s'ajouter au confinement à Paris. Bonjour Thomas Després. Oui, bonsoir Clément, c'est le couac de la journée. Y aura-t-il un couvre-feu en plus du confinement à Paris et en région parisienne? Le sujet a fait beaucoup de débats parmi les députés aujourd'hui. Je vous raconte tout ça, c'est ma journée à l'Assemblée. Alors c'était ce matin sur BFM, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, était l'invité de la matinale pour répondre aux questions de Jean-Jacques Bourdin sur l'épidémie et il a fait une annonce que personne n'attendait. Nous allons réinstaurer un couvre-feu sur Paris, peut-être l'Île-de-France, c'est le ministre de l'Intérieur qui le précisera dans la journée. Un arrêté va sortir précisément pour limiter... Un couvre-feu à Paris, à quelle heure? Comme il y a eu avant que le confinement soit mis en place. En plus de ce nouveau confinement, bien sûr, à quelle heure le couvre-feu? 21h, je crois, comme le couvre-feu qui avait lieu avant le confinement. Alors dans la bouche de Gabriel Attal, cette annonce devait être faite dans la journée. Oui, mais voilà, du côté de Matignon, on n'est pas du tout sur cette même ligne. Des journalistes ont été contactés par les services du Premier ministre. Une décision pas décidée à l'heure actuelle. Une décision qui sera prise dans les prochains jours, ont-ils indiqué. Oui, mais voilà, le mal était déjà fait. Et il a parlé trop vite, Gabriel Attal, ce matin? Moi, je crois qu'il faut être très humble par rapport à ce virus, qui bouscule beaucoup des habitudes qui sont les nôtres, d'un point de vue politique, de communication, sanitaire, d'organisation de l'État. Et donc, on voit bien que la propagation de l'épidémie se poursuit dans notre pays. Et il est naturel que, en répondant aux questions des journalistes, le porte-parole du gouvernement puisse émettre certaines réflexions sur les mesures qui pourraient être à prendre. On a le sentiment que ce gouvernement est en permanence en défensive, coincé dans le coin du ring, à prendre des décisions de manière urgente, sans concertation, sans réflexion, les prendre, y revenir, puis les reprendre. Couvre-feu, pas couvre-feu, confinement, à quel niveau, petit commerce, etc. C'est n'importe quoi. Il faut de la cohérence, il faut de la clarté. Là, on a le sentiment que c'est Kafka à la tête du pouvoir. Kafka à la tête du pouvoir, c'est la technocratie permanente. Et la technocratie permanente, c'est l'échec assuré du confinement. Ce gouvernement ne gouverne plus le pays. Voilà, je pense que c'est le Conseil de défense voulu par M. Macron, désigné par M. Macron, organisé par M. Macron, qui prend les décisions. Ça fait pas un peu amateur? Alors, si être modeste par rapport à l'évolution quotidienne du virus, qui, on le voit, il y a 10 jours, ne devait pas être aussi grave que ce que c'est prévu maintenant,
alors si c'est ça, oui, on est amateur. Mais franchement, aujourd'hui, je crois qu'on fait face du mieux qu'on peut. Je répète encore une fois, la situation sanitaire évolue et donc la réglementation doit évoluer en fonction de la situation sanitaire. Voilà Clément, demain matin, c'est un conseil de défense à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron qui devrait décider s'il faut remettre ou non un couvre-feu à Paris. On suivra dans les prochains jours. Et on suivra cela avec vous, évidemment, Thomas. Le professeur Alexandre Mébaza nous a rejoint. Bonsoir. Vous êtes responsable du service de réanimation à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Ensemble, on va évoquer à présent justement le volet sanitaire de cette crise. Et cette question, les hôpitaux vont-ils tenir face à cette seconde vague qui s'annonce encore plus haute que la première? C'est notre décryptage. Quels que soient les effets du confinement, il y a une certitude, les 15 jours qui viennent vont être très difficiles dans les hôpitaux. Ils vont subir une tension qui sera sans doute supérieure à celle de la première vague. Une des clés pour tenir le choc, ça va être la capacité du système hospitalier à augmenter le nombre de lits de réanimation. Beaucoup de chiffres différents ont circulé sur ce sujet. Alors qu'en est-il exactement des capacités de la France? La réponse avec Hélène Bonduel et Raha Bika. L'enjeu est crucial. Alors que l'épidémie flambe, le nombre de lits disponibles en réanimation fait l'objet de toutes les attentions. De combien de lits de réanimation la France dispose-t-elle? La France ne dispose que de 5800 lits en réanimation. Pourtant, début avril, au plus fort de l'épidémie, 7000 lits avaient pu être mobilisés en même temps. Une équation rendue possible grâce au report des opérations chirurgicales et à la conversion de certaines unités de soins en service de réanimation. La France est-elle en capacité d'ouvrir plus de lits de réanimation? Optimiste, le ministre de la Santé a assuré il y a quelques jours que 12 000 lits de réanimation seraient mobilisables en cas de deuxième vague. Alors que la situation épidémique est aujourd'hui critique, le président de la République n'avance plus que le chiffre de 10 000 lits, soit 2 000 de moins. Mais le Premier ministre l'a assuré ce matin. Les stocks de respirateurs, masques et médicaments sont suffisants pour prendre en charge 30 000 malades Covid en réanimation au lieu de 17 000 lors de la première vague. Quid du personnel? Qui dit lit de réanimation dit personnel soignant. Mais les hôpitaux français manquent de bras. Pour y remédier, le gouvernement mise sur une revalorisation salariale et le recrutement de 15 000 personnes dans les hôpitaux. Et si la situation française est souvent mise en parallèle avec le modèle allemand, il est difficile de comparer les deux pays. À première vue, avec ses 20 000 lits de réanimation, l'Allemagne fait mieux que l'Hexagone. Mais le mode de calcul n'est pas le même. Les lits de réanimation en France répondent à des normes bien plus contraignantes qu'en Allemagne. Professeur Mébaza, d'abord, on vient de voir ces chiffres, 10 000 lits de réanimation potentiels, on va dire, en France. Concrètement, on fait comment pour armer, c'est le terme qu'on emploie dans le milieu hospitalier, pour armer un lit de réanimation? Ça se fait au détriment de quoi? De qui? Avec quel matériel et quel personnel? Alors aujourd'hui, le périmètre est élargi parce qu'en plus des réanimations médicales, polyvalentes et chirurgicales, on a ce qu'on appelle les soins continus. Ces soins continus n'ont normalement pas de ventilateur. Donc on est en train de les armer en matériel, c'est-à-dire ventilateur, seringue électrique, et le personnel qui est exactement celui qu'il y a en réanimation. Il y a ce qu'on appelle les salles de réveil. Comment on va diminuer les blocs opératoires, les salles qui permettent... Donc renoncer à des interventions chirurgicales sur d'autres patients non Covid? Exactement, on pourra en reparler, mais c'est un vrai drame pour les gens qui ne sont pas Covid. Néanmoins, ce périmètre-là, il est repris de la même manière, c'est-à-dire qu'on met des ventilateurs, on met des seringues électriques, du matériel, et on arme en personnel. Et ce personnel, évidemment, c'est du personnel qui sort du bloc opératoire, c'est du personnel qui était dans d'autres services qu'on est en train de fermer. Et on a suffisamment de personnel pour pouvoir gérer ces lits de réanimation? En tout cas, aujourd'hui, le plan, c'est de refaire un peu ce qu'on a fait à la première vague. Donc le personnel, certes, il y a eu des aides, etc. Mais aujourd'hui, on doit pouvoir armer ces 10 000 lits. Ces 10 000 lits, ils sont atteignables, vous y croyez? C'est un objectif politique ou c'est une réalité à portée de main? Non, c'est une réalité qu'on doit pouvoir atteindre. Ce qu'on voit quand même, le gros avantage qu'on a pendant cette deuxième vague, qu'on n'avait pas à la première vague, c'est que pendant la première vague, d'abord, personne n'y a cru. Vous vous souvenez, on a dit les Italiens, etc. Mais en fait, les Italiens avaient fait un très très bon job et c'est allé très très vite. Cette fois-ci, on est plutôt sur une marée montante. On prend son temps et ça nous laisse le temps de mettre en place les médicaments qui nous avaient un peu manqué, tout le matériel pour bien se protéger et de remettre en place ce qu'on avait mis en place la première fois. Julien Borowczyk, alors vous êtes pas seulement député, j'ai envie de dire, vous êtes aussi médecin, vous êtes élu de ce département de la Loire qui est le plus touché aujourd'hui, qui va être confronté à
à une situation sans précédent. Le système hospitalier est-il prêt à faire face, selon vous, à cette vague aujourd'hui qui s'annonce plus haute que la première ? Oui, effectivement, j'ai fait un point cet après-midi avec les responsables du CHU en anesthésie-réanimation, les urgentistes, avec la directrice adjointe. À Saint-Étienne. À Saint-Étienne, oui. On nous annonce effectivement dans les 15 jours qui viennent, selon les projections, un doublement du nombre de personnes en réanimation. Donc on va passer de 90 à 180. On a fait un point et oui, les capacités sont là, sont prêtes pour accueillir tous ces patients. On a entendu certains maires qui demandaient des hôpitaux militaires. Il n'y en aura absolument pas besoin. On est capable d'absorber dans des conditions. C'est pas ce que dit l'Institut Pasteur dans les projections dont Le Monde s'est fait l'écho hier. Ils évoquaient la possibilité que 350 patients dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ne puissent pas être accueillis en service de réanimation, vu les capacités d'armement, si l'on peut dire, des hôpitaux. Moi, je vous réponds sur la Loire de manière assez précise et factuelle, puisque ce sont les chiffres dont je dispose. C'est vrai que pour reprendre ce qui vient d'être dit, on a cette chance, entre guillemets, que la marée monte progressivement et on a fait beaucoup de transferts intra-régionaux et surtout extra-régionaux, en particulier de Saint-Étienne vers Bordeaux, pour justement soulager avant même d'être à un taux plein. Donc aujourd'hui, d'après les projections et d'après ce que l'on a mis en place, enfin en tout cas ce qu'ils ont mis en place sur le CHU de Saint-Étienne et surtout le GHT, le groupement Hôpital Territoire, on peut absorber selon les projections de l'Institut Pasteur. Mais inéluctablement, c'est quand même une marée montante énorme et pire, en tout cas sur notre région, que la première vague. Alors, on va essayer d'y voir plus clair sur la situation actuelle. Justement, où est-ce qu'on en est précisément de cette épidémie ? On va poser la question avec Guillaume Rosier, qui est en liaison, en visioconférence avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes statisticien. Vous avez créé ce site qui est de plus en plus consulté par les Français, Covid Tracker, qui permet de suivre au jour le jour l'évolution de l'épidémie. D'abord, première question, est-ce qu'avec l'ensemble des données que vous brassez, que vous récoltez, vous êtes en mesure de prédire le pic, la date à laquelle il surviendra et le niveau qu'atteindra ce pic de cette seconde vague? Alors, je ne peux pas prédire la date du pic, tout simplement parce que ça va dépendre de nos comportements, du comportement des gens actuellement. Par contre, ce qu'on peut prévoir, c'est comment vont évoluer les chiffres dans les prochains jours. Et actuellement, on a une croissance qui est exponentielle, qui est stable depuis plusieurs jours et qui est exponentielle. Donc, par exemple, on peut indiquer que le nombre de personnes hospitalisées pour la Covid aura dépassé le nombre hospitalisé de Covid de la première vague d'ici à peu près 2 à 3 jours. C'est à peu près pareil pour les réanimations. D'ici quelques jours, d'ici une semaine, on va dépasser le nombre de personnes qui étaient en réanimation lors de la première vague. Mais donc, on ne peut pas prévoir avec précision la date du deuxième pic. Est-ce que dans vos statistiques, vous percevez les premiers effets des mesures qui ont été prises il y a 2 semaines, un peu plus maintenant, avec notamment ce couvre-feu qui avait été établi dans plusieurs grandes métropoles françaises? Alors, c'est extrêmement délicat puisqu'on observe une stabilisation, voire une baisse du nombre de cas sur l'ensemble du territoire, mais notamment dans les 22 métropoles françaises. Alors, c'est très délicat. On ne sait pas si cette baisse... alors d'abord, cette baisse, elle n'est peut-être pas réelle, tout simplement parce qu'on observe un retard dans les traitements des données. Et ces données, d'après mes informations, pourraient être rectifiées dans les prochains jours. Donc, il se pourrait que la baisse soit un trompe-l'œil, d'une part. Et d'autre part, c'est très difficile de savoir si cette baisse, si elle est réelle, donc si elle est due aux vacances, au couvre-feu ou à d'autres facteurs externes. Docteur Mebaza, quand vous entendez ça, vous vous dites quoi? On a reconfiné trop tard? En tout cas, il y a quand même un point que nos concitoyens doivent comprendre, c'est que certes, il y a les chiffres, il y a le nombre de malades, et on a dit et redit que l'âge était à peu près le même, que c'était des facteurs de précarité, mais que la sévérité est quand même pas la même. Aujourd'hui, en réanimation, les malades qu'on reçoit n'ont pas la même sévérité que ceux qu'on a vus pendant la première vague. Et tous les réanimateurs français et tous les réanimateurs européens sont d'accord avec ça. Ça tient à quoi? Une meilleure prise en charge thérapeutique? On ne sait pas encore scientifiquement à quoi c'est dû, mais le bon sens voudrait, parce que quand même on parle aux malades quand ils arrivent, on voit bien qu'aujourd'hui ils arrivent beaucoup plus tôt qu'ils n'arrivaient pendant la première vague. Je vous rappelle que le Covid, la difficulté, c'est que le malade, il a la fièvre, ensuite... Il pense que ça va bien, donc il ne va pas consulter. La fréquence respiratoire, qui est quand même un très bon déterminant, reste constante et stable et normale pendant très longtemps. Et c'est uniquement quand il va mal, qu'il se sent mal, qu'il appelle. Et ça prend des jours et des jours. Aujourd'hui,
le message à faire passer, c'est quand vous avez de la fièvre, allez vite voir votre médecin généraliste. D'abord, ça peut être une petite grippe, entre guillemets, et pas le Covid. Et si c'est le Covid, il vous surveillera de très très près. Et on a aujourd'hui, grâce au saturomètre, grâce à votre état, on a des moyens de faire vite rentrer ces malades. Et aujourd'hui, clairement, tous les réanimateurs vous disent que la sévérité est moindre, et donc on arrive à tenir ces malades, et donc c'est pour ça qu'on peut accepter un nombre un peu plus élevé que la dernière fois sans que ce soit nécessairement la catastrophe. Un mot encore avec vous, Guillaume Rosier. Je sais que vous faites vos statistiques aussi en étudiant des situations plus locales. Est-ce que, par exemple, vous pouvez nous dire qu'à l'heure actuelle, vu le nombre de cas qui se sont déclarés dans la Loire, est-ce qu'on peut savoir quel va être le nombre de personnes accueillies en réanimation dans ce département qui est vraiment dans une situation critique ? Oui, alors tout à fait, je n'ai pas les chiffres en tête, donc j'invite les téléspectateurs à se rendre sur covidtracker.fr et puis aller voir directement dans la Loire quels sont les chiffres et comment ils vont évoluer. Et puis surtout, il y a un autre paramètre à prendre en compte, c'est le transfert de patients, puisque j'imagine que des patients sont transférés vers d'autres hôpitaux, dans d'autres départements. Donc actuellement, on a un taux de saturation des réanimations dans la Loire qui est supérieur à 100% par rapport aux chiffres, par rapport au nombre de lits disponibles en réanimation en temps normal. Mais donc j'imagine que des lits supplémentaires ont dû être ouverts et que des transferts de patients ont été effectués vers d'autres hôpitaux. Julien Borowczyk, voilà. Merci. Julien Borowczyk, on va pouvoir en faire encore longtemps des transferts de patients ailleurs en France, parce que la caractéristique de cette seconde vague, c'est qu'elle touche tout le pays. Oui, bien sûr. La question, si vous voulez, ça a été vraiment, entre le CHU et l'ARS, de pouvoir travailler en amont pour essayer d'éviter la saturation et surtout la fatigue immédiate des personnels. Donc on pourra continuer à en faire, mais on a développé on a déployé un certain nombre de lits. Donc pour l'instant, honnêtement, la situation... Je ne vais pas vous dire qu'elle est sous contrôle, parce que c'est très difficile de vous le dire qu'elle est sous contrôle. Mais c'est vrai que pour l'instant, pour en avoir discuté vraiment avec les professionnels de terrain, je vais vous dire une chose, ils étaient peut-être un peu moins paniqués, je dirais, qu'il y a une semaine ou 10 jours. Je mets vraiment beaucoup de guillemets là-dedans, mais c'est vrai qu'il y a une semaine ou 10 jours, on a vu une explosion des cas partout dans le département. C'est vrai qu'on avait la métropole stéphanoise qui était ciblée au départ, et très rapidement on a eu tout le département, et je dirais la situation la pire parce que nous n'arrivions pas à trouver un cluster, un foyer. C'était partout, tous les âges, toutes catégories socio-professionnelles, et c'est ça qui nous a inquiétés, avec des chiffres qui montaient énormément. Juste une petite chose, parce que je crois qu'il faut en faire un petit peu la publicité. On est en train de déployer sur le département, et on est un peu pilote là-dessus, le fait de prendre en charge les patients en service de soins et réadaptation, en SSR, mais plutôt que ça ne le faisait avant, parce qu'en général les SSR voulaient que les patients aient une PCR négative pour sortir, et donc maintenant on va essayer de les prendre en charge tout de suite, et pour baisser la durée moyenne de séjour de 2 jours, ce qui est énorme, pour soulager les hôpitaux, et on va le faire avec la médecine de ville. C'est assez innovant, et je pense qu'on devrait arriver à de belles solutions comme ça, et on pourra le déployer sur tout le territoire. On l'espère. Le mot de la fin pour vous, professeur Mebaza, vous êtes confiant, optimiste pour les jours qui viennent ? Alors, premièrement, il faut redire aux concitoyens que le virus tourne à fond. Ça, il faut le dire et le répéter. Oui. Et je vous félicite d'avoir demandé à ce qu'on vienne tous avec un masque, parce que c'est des symboles qui sont très importants. Et c'est 2 minutes de baisse de masque qui fait que quelqu'un de normal devient malade. Ça, c'est très, très important. Deuxièmement, j'ai jamais vu un engouement aussi fort pour une maladie. Tout le monde est la main dans la main. Les chiffres sont regardés vraiment millimètre par millimètre. Et vraiment, la France... D'abord, les Français sont héroïques, je le dis, je le répète. Et la France, aujourd'hui, elle est prête à voir les marges arriver. Et on ne sera pas sous l'eau. On saura exactement quoi faire le bon moment. Merci à tous les deux. Je vous donne juste les chiffres qui viennent d'être donnés sur les contaminations d'aujourd'hui. 36 000 nouveaux cas aujourd'hui contre 52 000 hier. Alors, on ne peut évidemment pas en tirer de conclusion. Il faut regarder cela sur la durée pour voir évidemment l'évolution des courbes. Merci à vous, messieurs. On quitte la France à présent. Direction les États-Unis. Dernières heures de vote donc pour les Américains pour élire leur prochain président. Richard Verly est en direct avec nous depuis Philadelphie en Pennsylvanie. C'est l'un des swing states, comme on dit, un de ces États qui peut décider du sort de cette élection. Et la ville de Philadelphie, Richard, se prépare au pire. La population a peur de ce qui pourrait se produire dans les heures qui vont suivre l'annonce des résultats. Alors effectivement, c'est très frappant ici, c'est la peur et l'anxiété qui dominent. D'ailleurs, l'anxiété, c'est un mot qui revient quasiment dans tous les journaux américains. Il y en a 2 derrière moi. C'est cette inquiétude devant ce qui peut se passer une fois que les urnes vont être closes, c'est-à-dire à 20h. Et là, il faudra entamer le dépouillement à la fois
des gens qui sont venus voter pendant la journée et les files sont très longues, j'ai pu le constater ce matin ici à Philadelphie où je me trouve, mais il faudra aussi dépouiller tous les autres votes, c'est-à-dire les fameux votes anticipés qui ont été déposés dans les urnes avant la date du 3 novembre, c'est possible dans un certain nombre d'États, ou qui ont été envoyés par la poste, et là c'est encore plus litigieux en Pennsylvanie, par exemple, Donald Trump a déjà dit qu'il ferait tout pour empêcher le décompte de ce qu'ils appellent les votes nus, c'est-à-dire les votes qui ont été envoyés par la poste, mais dans une seule enveloppe au lieu de deux. Et on voit sur les photos que vous nous aviez envoyées ces commerces qui se barricadent en vue des jours qui viennent. Philadelphie et la Pennsylvanie, Richard, c'est ici que tout va se jouer selon vous? Alors il y a deux États qui sont plus qu'États clés, qui sont vraiment des États absolument cruciaux. C'est d'une part la Pennsylvanie qui dispose de 20 délégués dans le collège électoral qui ensuite élira le président américain, et c'est la Floride qui en a 29. Pourquoi ils sont cruciaux? Parce que dans ces deux États, Donald Trump l'avait emporté de manière extrêmement juste en 2016 et le coronavirus a joué à plein, notamment en Floride, qui est connu pour être un État avec de nombreux retraités. Le chaos américain fait peur et là, Donald Trump semble avoir perdu une partie de son électorat. La Pennsylvanie, l'équation est différente. Vous avez deux grandes métropoles, Pittsburgh à l'est et Philadelphie à l'ouest, qui sont dominés par les démocrates, mais tout un arrière-pays rural conservateur. Alors la peur que l'on voit avec ces palissades, elle s'explique aussi par le fait que peut-être Donald Trump va avoir tendance à déclarer victoire très tôt sur la base de résultats provisoires, qu'à ce moment-là, ses supporters vont vouloir descendre dans la rue et vous imaginez ce qui peut se passer, notamment dans une ville, Philadelphie, où les fractures raciales sont absolument colossales. En quelques mots, Richard, qui est le favori de cette élection ? Alors, si vous regardez tous les sites d'expertise et si vous consultez tous les politologues américains, le nom qui sort, c'est celui de Joseph Biden. Il semble que les sondages lui donnent l'avantage et que dans les États clés, notamment celui où je me trouve, la Pennsylvanie, il paraît capable de l'emporter, notamment grâce au renfort des déçus de Donald Trump, de tous ceux qui ne supportent plus les comportements du président américain. Mais il y a une énorme question, c'est celle de la mobilisation aujourd'hui. Qui va aller voter et notamment est-ce que les jeunes noirs, c'est ceux qui sont supposés apporter leur soutien ultime à Biden, est-ce qu'ils vont se déplacer ou est-ce qu'au contraire ils vont s'abstenir et que les partisans de Trump seront les plus nombreux dans les urnes aujourd'hui alors qu'on vote encore et ça va durer jusqu'à 20h heure locale, c'est-à-dire 3h du matin pour la France. Merci Richard et félicitations puisque vous avez reçu le prix Jean Dumur qui est le plus prestigieux prix de journalisme en Suisse et c'est évidemment amplement mérité. Merci à vous. On passe au face-à-face à présent. Et on s'intéresse ce soir à ce qu'on appelle les territoires perdus de la République. C'est le titre qui avait été donné à un ouvrage paru en 2002 et qui décrivait l'émergence d'une forme de racisme, parfois d'antisémitisme et de sexisme dans certaines écoles en banlieue. Et c'est le thème aussi d'un documentaire qu'LCP diffusera demain soir à 20h30 dans Débat Doc. Prof en territoire perdu de la République. Il a été réalisé en 2015, mais il prend évidemment une dimension particulière aujourd'hui après l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine. Alors pour en débattre, j'accueille en plateau Cécile Riac. Bonsoir. Vous êtes député La République En Marche du Val d'Oise et vous êtes membre de la Commission des Affaires culturelles et éducation. Nous allons débattre de ce sujet également avec Gabriel Hollard-Sauvy, qui est professeur de mathématiques et co-secrétaire départemental du SNES-FSU dans le Val-de-Marne. Et puis, à distance, en visioconférence, le réalisateur de ce documentaire, Georges Benayoun. Bonsoir, on va commencer avec vous dans un instant, si vous le voulez bien. Mais d'abord, je vous propose de regarder un premier extrait de ce documentaire qui montre en quelque sorte la pression sociale qui peut être subie par certaines élèves au lycée, des élèves qui portent le voile chez elles. C'est une fille qui est dans une classe de filles et qui porte le voile. Et quand j'ai fait une sortie au musée du Louvre, elle m'a demandé de porter son voile. Donc j'ai refusé puisqu'elle est considérée comme étant dans l'établissement. Et elle m'a dit qu'en du coup, elle ne pouvait pas venir. Et ça m'a vraiment gênée parce que cette sortie-là, je la faisais en grande partie pour elle aussi, pour des élèves comme ça qui ne sont jamais sortis de mots, qui n'ont jamais rien vu d'autre. Donc du coup, je lui ai laissé porter son voile jusqu'à la gare et à la gare de Paris aussi. Et après, elle a dû l'enlever dans le musée. Alors elle a gardé parce que, d'après ce qu'elle me disait, elle aurait pu avoir des remontrances de ses cousins assez violentes. Elle m'a parlé après, elle avait vraiment extrêmement peur de devoir l'enlever. Donc j'ai préféré jouer un peu la sécurité, on va dire,
et déroger un peu à cette règle de la laïcité pour qu'elle puisse sortir de Meaux, aller à Paris et voir des belles choses. Voilà donc pour le témoignage de cette enseignante. Georges Benayoun, d'abord, est-ce que vous pouvez rappeler un peu dans quel contexte vous avez tourné ce documentaire? À quel moment précisément? J'ai tourné ce film, j'ai commencé la préparation de ce film avant janvier 2015 et j'ai tourné le film après les attentats de Charlie, Montrouge et Hypercacher. Donc j'ai vu la différence entre les propos des intervenants, des profs, avec qui j'ai passé plusieurs semaines, avant et après, où il y a eu une libération de la parole véritable, tout de suite après les attentats. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer à travers ce documentaire? Écoutez, franchement, je suis rentré dans ce film comme on rentre souvent tout le temps d'ailleurs dans un documentaire, avec des idées un peu préconçues et en espérant évidemment les changer et affronter un réel. Moi, j'ai rencontré des gens absolument exceptionnels, des profs qui se levaient tous les matins, des fois avec beaucoup de difficultés, mais qui voulaient affronter ces difficultés-là, qui avaient un amour profond pour leurs élèves et qui, tous les jours, étaient en but à des véritables problèmes qui étaient soit sur la sexualité, sur l'identité. Le problème principal, enfin celui que moi j'ai ressenti comme étant le problème principal, c'est le « eux » et « nous », c'est-à-dire j'ai travaillé essentiellement, je le rappelle, dans des collèges de la banlieue parisienne où il y avait une forte présence d'enfants de l'immigration, enfin de plusieurs générations après, bien évidemment. Et il y avait toujours ce problème de eux et nous, c'est-à-dire le problème de ne pas faire partie de la communauté nationale, qui était le problème principal. Enfin, après découlaient tous les autres aussi. D'un mot, Georges Benayoun, vous avez le sentiment que l'assassinat de Samuel Paty peut changer la donne sur la façon d'aborder ces défis qui sont adressés à l'éducation nationale aujourd'hui? Écoutez, j'aimerais. C'est absolument dramatique ce qui évidemment s'est passé. C'est même plus de la colère. On a tellement beaucoup annoncé. Je pense au collectif des territoires perdus de la République, je pense au rapport Aubin et à tous ceux qui ont alerté sur ce qui se passait dans l'école, évidemment mon film. Donc il y a moins de colère que d'amertume, c'est-à-dire que quand on a appris ce qui s'était passé pour Samuel Paty, c'est juste une telle tristesse parce qu'on n'a pas été entendu et parce que le déni a été cultivé toutes ces années. Donc j'espère, je veux être optimiste et penser que sa mort, cet assassinat terrible, n'a pas été en vain, mais je suis très, très sceptique. Merci à vous, Georges Benayoun. Cécile Rilhac, je vous fais réagir aux derniers propos de Georges Benayoun. Vous êtes d'accord là-dessus? Il y a eu un déni sur ces problèmes dans les écoles pendant plusieurs années? Pendant une bonne décennie. On va dire qu'il y a eu, en fonction des territoires, peut-être le mot déni est réel, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les choses ont été minimisées pendant de très nombreuses années. Et minimiser, on ne peut pas aujourd'hui faire porter la responsabilité, je pense, à la hiérarchie, comme on l'appelle dans l'éducation nationale, ou aux enseignants. C'est le problème, c'est que les enseignants, il y a une dizaine d'années, n'étaient pas du tout formés à avoir ce type de comportement. Il y a eu une évolution depuis l'affaire des foulards de Creil, puisqu'on va dire que ça va être un petit peu le point de départ, et après, l'évolution dans certains quartiers, dans certains territoires. Justement, un mot de l'extrait qu'on a vu, ce témoignage de cette enseignante qui explique la pression sociale subie par cet élève qui a peur en fait des remontrances de ses cousins, et la façon dont l'enseignante elle-même a du coup choisi un petit peu d'adapter, si on peut dire, de déroger au principe de laïcité pour la sécurité de son élève. On voit bien toute la complexité pour les enseignants de répondre à ces défis. Et j'en suis parfaitement consciente, puisque cette difficulté-là, je l'ai moi-même vécue lorsque j'étais enseignante à Argenteuil. Je l'ai moi-même vécue lorsque certaines de mes élèves arrivaient en effet voilées au lycée, se dévoilaient à l'entrée, allaient jusque d'ailleurs dans les sanitaires pour changer carrément de tenue,
Et lorsqu'en effet je leur posais la question, puisque j'étais professeur de PS, elle me disait mais parce que madame, si jamais je me promène comme ça dans mon quartier, je vais être traitée vulgairement et pire, je pourrais descendre dans les caves. Donc lorsqu'on est enseignant et qu'on a en effet ce type de témoignage, il faut prendre des décisions. Il faut prendre des décisions entre cet élève-là, oui, dans le sein de l'établissement, on respecte les principes de laïcité, et lorsqu'on sort de l'établissement, comment est-ce qu'on continue à les protéger? Et là, on voit bien qu'il y avait un problème, parce que ça veut dire qu'à l'extérieur du lycée, cette élève, comme dans le témoignage, elle n'était pas protégée. Et le pire, c'est que c'était la pression sociale, elle l'a cité, la professeure, c'était des grands frères. C'est-à-dire que c'était les grands frères, en fait, qui géraient la vie de cet élève-là. Et c'est vrai que ces témoignages, je les ai vécus moi-même. Gabriel Olarsovi, est-ce que vous-même, en tant qu'enseignant, vous avez été confronté à des situations pareilles et comment réagir dans ces cas-là? Franchement, moi, j'ai peur aussi que des fois, quand j'ai lu là, tout à l'heure le rapport Aubin, je trouve qu'on a aussi tendance à vouloir chercher des choses, à tellement vouloir les chercher qu'on finit par les trouver à force de les gratter, quoi. Donc pour vous, c'est pas un problème majeur posé, c'est pas un défi majeur posé aujourd'hui au quotidien. C'est pas notre quotidien. Notre quotidien, il est pas là. Nous, on fait le choix dans certains établissements scolaires, par exemple, de faire tout un travail sur la question du consentement, des violences sexuelles et sexistes, etc. Mais c'est même pas spécialement demandé par l'institution. C'est nous qui faisons ce travail et on nous donne pas de moyens supplémentaires pour le faire. C'est souvent les collègues de sciences de la vie et de la terre qui l'assument, mais alors que c'est pas tout à fait vraiment dans leur programme, ça cadre pas bien. C'est souvent fait en dehors de nos missions. Nous, c'est un travail qu'on fait beaucoup et auquel on tient, mais Je voulais juste faire réagir Georges Benayoun. Je le vois qui secoue la tête en entendant vos propos. Ce n'est juste pas possible d'entendre encore ça aujourd'hui, après la mort de Samuel Paty. Ce n'est plus possible. C'est-à-dire Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, je suis pas dans le déni de ce qui est arrivé à mon collègue. La question n'est pas là. C'est juste que vous êtes totalement dans un discours de déni. Et c'est ce discours-là qui est un discours scandaleux. Mais écoutez, moi, je suis enseignant en banlieue, ça fait longtemps maintenant, ça fait plus de 4 ans que je suis là. C'est pas mon quotidien. Des profs agrégés qui sont dans leur lycée de Saint-Denis depuis 20 ans me disent qu'ils n'en peuvent plus d'entendre votre discours. Ils n'en peuvent plus. Alors vous-même, vous avez quand même enseigné dans des établissements, dans un établissement prioritaire. Je suis enseignant à Vitry-sur-Seine, c'est une zone sensible, on est en politique de la ville. Enfin, je veux dire, ces problèmes-là, potentiellement, on les a vus. C'est déjà arrivé qu'on ait des soucis avec la religion. En 4 ans, je crois que j'en ai eu 2, des cas comme ça. C'est vraiment... Mais en général, c'était même pas des problèmes. Les plus gros problèmes qu'on a, ils sont pas avec la religion. Effectivement, il peut y avoir des problèmes de racisme, il peut y avoir des problèmes de sexisme. Tout ça, c'est des problèmes qu'on traite au quotidien, mais ils sont pas forcément liés à la question religieuse. Ils sont pas forcément liés au quartier dans lequel on enseigne. Franchement, ça avait aussi eu lieu ailleurs dans d'autres établissements. Je pense qu'il faut pas tout mélanger non plus, quoi. Cécile Riac. Il ne faut pas tout mélanger. Là où je vous rejoins, monsieur, c'est que dans nos établissements scolaires, cela peut se produire en fait aujourd'hui n'importe où. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement dans les quartiers, dans les banlieues où on a des problèmes, et ce ne sont pas simplement, là où je vous rejoins, liés à la religion. C'est souvent des problèmes qui sont liés en fait simplement à l'intolérance et au rejet de l'autre. C'est-à-dire que les situations qu'on a aujourd'hui dans certains établissements, que moi aussi j'ai connues avant d'être élue, c'était l'autre, il est différent de moi, et parce qu'il est différent, je le rejette. Et à certains endroits, ça va être, je le rejette parce qu'il n'est pas de ma religion. À d'autres endroits, ça va être parce qu'il ne pense pas de la même manière que moi. Et ce qui est très important pour les enseignants, c'est qu'ils doivent absolument aussi trouver la force de prendre ce défi-là à bras-le-corps. Moi, je me rappelle, j'étais enseignante quand la charte de la laïcité, elle a été publiée. Et on nous a demandé de l'expliquer. Et je me rappelle la difficulté, en 2014, d'expliquer cette charte de la laïcité. Beaucoup d'enseignants ne savaient pas comment la présenter. Les seuls qui étaient prêts à le faire, c'était les professeurs d'histoire-géo. Moi, j'étais professeur de PS, mais j'étais professeur principal aussi. Et j'avais mis en place un travail avec mes élèves. Et c'est moi, professeur de PS, professeur principal, qui ai mis en place ce travail-là, parce que je me suis formée, parce que je n'étais pas formée, mais je me suis formée et j'ai pris à bras le corps. Au début, mes collègues se sont dit ça va être coton. Maintenant, ça n'a pas été coton. Et là, la grande découverte que j'ai eue avec mes élèves, c'est le débat. C'est-à-dire qu'enfin, en face de moi, j'avais des jeunes gens de 15 ans qui débattaient de leur quotidien, de leurs différences. Eh bien, en 6 semaines,
Il y a plein de tabous qui ont été levés. Mais c'est une initiative personnelle que vous avez eue. C'est une initiative qui avait été mise par le gouvernement de l'époque, puisque c'est la charte de la laïcité, c'était quelque chose qui avait été mis en place par la réforme Peillon. Et il a fallu qu'on prenne à bras-le-corps les enseignants. Et tout le monde ne l'a pas fait. Gabriel Olarsovi, de votre côté, vous estimez être suffisamment formé justement pour expliquer de façon simple ce qu'est la laïcité en France? Non, je ne pense pas du tout. Je pense que pour le coup, on n'a pas eu de module de formation sur la laïcité, ou alors ils étaient optionnels et très très faibles sur l'année de formation. Je pense que ça, heureusement, ça vient... heureusement, hein, les enseignants, c'est quand même des gens qui ont une culture générale, qui ont fait des études. Donc en général, en discutant entre nous, on arrive à trouver les mots justes avec nos élèves, à confronter un petit peu à la fois nos ressentis, ceux des élèves, en voyant avec les collègues des autres disciplines. Ça, il faudrait qu'on nous donne le temps de le faire, ne serait-ce qu'entre nous, qu'on soit payé pour faire ça, parce que c'est pas le cas. Hein. Une grande partie de la richesse et de la qualité du travail du monde enseignant, en fait, elle est liée aux échanges informels qu'on a entre nous, dans les salles des profs, dans les cantines, dans tout ce travail informel hein, qui est produit. Et malheureusement, on n'a pas forcément beaucoup plus aujourd'hui. Hein. Ça, c'est un vrai gros problème. Après, qu'est-ce qu'on met derrière la laïcité hein? Qu'est-ce qu'on met derrière la laïcité? Parce que pour certains, la laïcité, on voit le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, pour lui, la laïcité, c'est l'interdiction de manger ce qu'on a envie. Je veux dire... Alors, c'était une position à titre personnel qui ne représente pas celle du gouvernement. Il s'en est expliqué d'ailleurs là-dessus. Je veux dire... c'est un vrai problème. Merci beaucoup. Je suis obligé de vous interrompre. L'émission touche à sa fin. Je rappelle juste que ce documentaire, il est donc à voir sur LCP demain soir, 20h30. Prof en territoire perdu de la République. Quant à ce soir, c'est en Chine que Jean-Pierre Gracien vous emmène. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau pour débattre de ce thème. C'est la fin de cette émission. Je vous laisse entre de bonnes mains. Merci à Georges Benayoun, évidemment, d'avoir été à distance avec nous. Passez une bonne soirée sur LCP. À demain.